j'ai le plaisir de présenter Peggy Moreau, qui travaille à la clinique vétérinaire de la Boisserie dans l'Orne, qui est diplômée des collèges américains et européens de médecine interne et qui va donc nous parler des bonnes pratiques d'élevage pour limiter les problèmes sanitaires. Peggy, à toi. Donc, merci d'abord au RESP de m'avoir invité à présenter aujourd'hui. Donc, cette présentation vise d'abord les vétérinaires qui vont conseiller les éleveurs pour la mise en place des bonnes pratiques sanitaires et aussi en particulier les éleveurs parce que ça va vraiment être eux les acteurs de la mise en place de ces pratiques. Donc le but en fait des pratiques sanitaires, ça va être de limiter l'entrée en particulier des agents infectieux dans l'élevage pour éviter par exemple... ah non, il n'y a pas de pointeur. Ah, d'accord, merci. Pour éviter donc les avortements dans le cadre de la gestation et pour si possible avoir un poulain vivant qui est le but de l'élevage. Donc, je vais repasser très rapidement les causes parce qu'on en a déjà beaucoup parlé. Donc, les causes infectieuses, ascendantes, bactéries, fungi, les causes systémiques, leptospirose, HV1, l'artérite. Les causes non infectieuses, sur lesquelles on ne peut pas beaucoup intervenir à part les jumeaux. Donc les mesures qu'on va mettre en place pendant la gestation, ça va être des mesures d'abord générales, quotidiennes, qui prévalent à la fois dans l'élevage pendant, mais aussi en dehors de la gestation. Donc un environnement propre, des vaccinations à jour, une bonne gestion du parasitisme, qui là, par rapport aux résistances aux vermifuges, doit être raisonnée, donc par la mise en place de coprologie et d'un protocole raisonné avec l'éleveur en fonction de chaque élevage. Une alimentation adaptée en fonction du stade de gestation. Jusqu'au 8e mois de gestation, une jument a une ration à peu près équivalente à une jument non gestante. Dans le dernier tiers de la gestation, le poulain va passer de 8 kg à 50 kg. Donc, on va avoir vraiment une croissance exponentielle du fœtus qui va devoir, du coup, être équilibré au niveau de l'alimentation. Donc, il est équilibré en énergie, en protéines et, ne pas oublier, en vitamines et minéraux. Ne pas oublier de traiter les maladies intercurrentes, notamment tout ce qui est RAO, plus connu sous emphysème ou souffle ou pousse en France. Cushing, fourbure, donc qui vont être des maladies à traiter, notamment chez les juments gestantes, pour avoir un état de santé optimal. Les bonnes pratiques d'hygiène, donc la désinfection, il faut rappeler que la désinfection est inefficace en présence de matière organique. Donc désinfecter quelque chose de sale, ça ne sert à rien. Il faut d'abord nettoyer, nettoyage chimique avec un savon adapté et mécanique, donc de l'huile de coude, frotter, Karcher. Et ensuite, on peut désinfecter. Il faut utiliser des désinfectants bactéricides et virucides. Les trois familles que je vous ai mis là, peroxyde, aldéhyde et ammonium quaternaire, sont assez large spectre sur les virus et les bactéries. Il faut bien lire les notices pour les taux de dilution et les temps de pause à respecter pour l'efficacité. Ensuite, les bonnes pratiques pour la jument gestante, ça va être d'abord le suivi gynécologique. Donc, avant la gestation, le vétérinaire doit faire un diagnostic des défauts de conformation du périnée et de la vulve en particulier, puisqu'on sait que ça va favoriser les infections ascendantes. Donc, en général, c'est traité par des vulvoplasties. Ensuite, ce qui peut facilement être évité, c'est les gémellités. Donc, suivi échographique lors des chaleurs, avant la saillie pour faire les diagnostics de double ou triple ovulation. Et puis en post-saillie, les diagnostics de gestation pour déterminer le plus rapidement possible la présence de jumeaux et pouvoir intervenir le plus précocement possible. On sait que le squeezing précoce a à peu près 90% de succès. Après, il y a d'autres méthodes si on a raté les jumeaux précocement, mais qui sont plus invasives, comme des techniques transvaginales d'aspiration des vésicules ou alors des techniques transabdominales
d'injection d'antibiotiques intracardiaques ou même des luxations crânio-cervicales, mais les taux de succès sont moins bons et qui sont beaucoup plus invasifs. Donc vraiment mettre en place le suivi échographique précoce. Et pour les juments à risque, donc des juments par exemple qui ont eu plusieurs avortements à la suite ou des juments qui font des placentites à répétition, des examens complémentaires avant la mise à la reproduction vont permettre d'orienter le diagnostic pour essayer d'éviter pendant les gestations suivantes. Ensuite, les bonnes pratiques d'hygiène, c'est isolement des nouveaux arrivants, au moins 21 à 28 jours mis en quarantaine, et si possible qu'ils soient vaccinés avant leur arrivée, et isoler les malades dès l'apparition de signes cliniques, puis en fonction du diagnostic posé. Au cours de la gestation, donc on ne laisse pas une jument dans le pré sans la surveiller, surveillance quotidienne. Toute jument qui a un comportement anormal, de l'abattement, une perte d'appétit, de la fièvre, est à surveiller de près. Et en particulier, si elle a des signes spécifiques au niveau de l'appareil reproducteur, comme un développement mammaire, une lactation prématurée, des sécrétions vaginales, doit faire l'objet d'un examen vétérinaire. Le vétérinaire lui va faire son examen clinique, une palpation transrectale pour vérifier que la jument est toujours gestante, évaluer aussi la motilité du fœtus, une échographie transrectale qui va permettre de mesurer l'épaisseur combinée utéro-placentaire. Ça va nous donner des informations donc, sur la présence d'inflammation, d'œdème au niveau du placenta. Donc là, on fait la mesure par voie transrectale au niveau de la jonction cervico-placentaire, à l'aspect ventral près de l'artère utérine. Et donc, je vous ai remis les normes qui sont aussi dans le proceeding en fonction du stade de gestation. Les autres anomalies qu'on peut détecter à l'échographie, c'est le décollement placentaire, la présence de fluides entre l'endomètre et le placenta, des anomalies des fluides fœtaux, comme une augmentation de l'échogénicité. Ça va nous montrer qu'il y a eu des débris inflammatoires ou saignements ou méconium dans les fluides fœtaux. On peut aussi faire, si on a le matériel, des échographies transabdominales qui va permettre d'évaluer là vraiment le fœtus en lui-même, sa motilité, sa fréquence cardiaque, pour voir si on a une souffrance au niveau fœtal. Ça va permettre aussi d'évaluer les fluides fœtaux, de les mesurer et du coup diagnostiquer par exemple l'hydrops des annexes fœtales dont on a parlé ce matin. Quand on a un avortement, il y a des mesures spécifiques à prendre. Donc avant même que le vétérinaire arrive, donc si on reprend les causes une par une pour la leptospirose, donc on sait que la transmission se fait par l'urine des rongeurs infectés qui sont en fait les réservoirs de la maladie et que donc en particulier les chevaux vont être des hôtes accidentels qui vont se contaminer par ce qui est infecté par l'urine des rongeurs, donc le sol, les aliments, la litière. Le contact se fait par voie directe ou indirecte. On peut avoir aussi une infection du fœtus, comme on a parlé ce matin, donc par voie systémique. Donc tout ce qui est fœtal et annexe fœtale va aussi être contaminé. Donc ça, c'est à bien se rappeler pour le reste de la gestion. Pour éviter la transmission, on va limiter les zones d'accès mettre en place les prélèvements donc selon le protocole RESP dont on a déjà parlé et en fonction de son examen, voir s'il y a besoin ou non d'un traitement suite à l'avortement. Ensuite, il faut respecter l'ordre des soins. Donc, on va des juments les plus à risque vers les chevaux qui sont vraiment considérés comme positifs. Donc, on commence par les juments gestantes qui sont les plus à risque. Ensuite, les chevaux immunodéprimés ou malades, les juments et leurs poulains, les juments vides, les étalons et oncles, les yearlings et chevaux à l'entraînement, les chevaux en transit, les chevaux en quarantaine et les chevaux à l'isolement.
C'est aussi important que les personnes qui manipulent les chevaux en quarantaine et en isolement soient bien briefées sur la façon dont ils doivent manipuler les chevaux, et surtout que le nombre soit vraiment limité pour éviter trop de passages sur les chevaux positifs. Si on a un cas herpès confirmé, alors là, la quarantaine est mise en place au moins 3 à 4 semaines après le dernier avortement. Ce que nous, on conseille dans notre clinique, en fait, c'est de faire des prélèvements utérins et de faire des PCR. Donc la dernière fois qu'on avait eu un épisode, en fait, on avait fait un prélèvement à 8 jours et un prélèvement à 30 jours après les avortements. À 8 jours, ils étaient encore positifs. À 30 jours, ils étaient revenus négatifs. Ça nous a permis de décider, du coup, quand ouvrir la quarantaine. Interdiction d'entrée et de sortie dans tout le haras. Interruption de l'activité de monte. Les juments, même si la quarantaine a été levée, ne doivent pas être déplacées jusqu'au poulinage parce qu'elles peuvent avoir été en contact avec le virus et avorter ou pouliner de poulains porteurs du virus, même plusieurs mois après l'épisode de HV1. Alors, il y a la question, est-ce qu'on revaccine ou pas l'effectif pendant une épizootie ? Il n'y a pas vraiment de vraies règles. Même le consensus de l'ACVIM en 2009 n'a pas vraiment donné de réponse. Ce qu'on peut dire, c'est que le but, c'est de stimuler une réponse immunitaire anamnestique rapide pour protéger en fait les autres chevaux. Mais en fait, en période des épizooties, on pense que la réponse n'est pas malheureusement assez rapide pour quand même pouvoir complètement protéger de la propagation. Donc ça reste un peu controversé. Ça dépend de l'immunité de chaque cheval, quand est-ce qu'il a eu ses derniers rappels. Donc en fait, je pense que c'est à chaque vétérinaire de décider si on revaccine l'effectif ou pas. En tout cas, il ne faut surtout pas vacciner les chevaux exposés ou malades. Ensuite, quand on arrive au poulinage, déjà on est assez content, ça veut dire qu'on a assez bien géré toute notre période de la gestation. Donc les mesures restent les mêmes au niveau hygiène, désinfection. Donc un petit rappel, la gestation chez la jument dure de 320 à 365 jours. Un mois avant le poulinage, on conseille de ne plus déplacer la jument pour éviter le stress et surtout en fait pour que son système immunitaire s'adapte à l'environnement dans lequel elle va pouliner. En effet, on sait que, on va en reparler après, mais le transfert d'immunité entre la mère et le poulain se fait après le poulinage par le transfert des anticorps du colostrum. Et donc, il faut que la jument en fait s'adapte à son environnement pour transférer les anticorps adaptés à l'environnement dans lequel va naître le poulain. On conseille de rentrer la jument la nuit, mais de continuer à la sortir la journée. L'exercice, en fait, va permettre de soutenir son système circulatoire et cardiovasculaire pour notamment limiter les œdèmes de fin de gestation. Un rappel de vaccination en fin de gestation va permettre aussi d'enrichir le colostrum en anticorps. Donc on surveille l'augmentation de la taille des mamelles, la présence de cire, le relâchement des ligaments sacro-iliaques, l'œdème au niveau vulvaire, la composition du lait. Donc il y a différentes techniques. On peut mesurer le calcium dans le lait avec donc les bandelettes pour le calcium qu'on a ici, ou la baisse du pH. Un pH qui va descendre à 6,4 va prédire un poulinage imminent. Donc après, on surveille. Donc, dans les grands élevages, il y a des veilleurs de nuit, des systèmes de surveillance. Donc ça, on va y repasser très vite. Les ceintures, je pense que tout le monde connaît. Les aimants vulvaires qui vont se déclencher en fait lorsque les lèvres vulvaires s'ouvrent au moment du poulinage. Donc
qu'il faut savoir, c'est que la ceinture, elle va se déclencher pendant la phase 1 du poulinage, c'est-à-dire quand le poulain va se mettre en place, le début des contractions. Donc ça laisse quand même un petit peu de temps pour s'organiser. Pour les aimants, ça s'ouvre, ça se déclenche quand les pattes du poulain sortent. Donc il faut vraiment être sur place et pouvoir intervenir au besoin rapidement. Si la jument a une vulvoplastie, dans les 2 semaines avant le poulinage, on l'ouvre et on nettoie en fait la vulve et la mamelle pour éviter en fait la transmission de germes au poulain au moment du poulinage. Et la personne qui assiste, pareil, se désinfecte pour éviter au maximum la transmission de germes. Donc ça, je vous ai rappelé le petit kit de poulinage. Donc pendant la phase 1, on va avoir un changement de comportement, le poulain se met en place, les contractions se déclenchent, donc la jument est inconfortable, elle transpire, elle se couche, elle se lève. Ensuite, on va avoir la rupture de l'étoile cervicale et l'engagement du poulain dans le col et le bassin. Ce qui va ensuite, cette phase-là, en fait, elle dure 30 minutes à 4 heures et elle est réversible. Donc ça veut dire que si on gêne la jument à ce moment-là, la phase 1 peut s'arrêter et être reportée quelques heures, voire quelques jours plus tard. Donc laisser la jument assez tranquille à ce moment-là. Ensuite, la phase 2, elle est beaucoup plus rapide, 30 minutes environ. Donc là, on va avoir la sortie de la poche amniotique blanche à la vulve, suivie des pieds, puis rapidement de la tête. Ce qu'il faut se souvenir, c'est si on a... Pardon. Si on a une poche rouge, donc comme on a parlé ce matin, ce qu'on appelle un red bag, c'est le placenta en fait qui sort. Donc là, il faut intervenir immédiatement. C'est pour ça qu'on a soit une lame de scalpel ou un ciseau dans notre trousse de poulinage. Il faut immédiatement ouvrir le placenta pour dégager le poulain, sinon il va être étouffé. Et puis c'est signe d'un décollement placentaire. Donc du coup, il faut que le poulain soit examiné car il va sûrement nécessiter des soins particuliers. Après le poulinage, donc la phase 3, c'est l'expulsion du placenta qui doit avoir lieu dans les 2 heures après le poulinage. On examine le placenta. Normalement, il fait environ 10% du poids du poulain. S'il est bien inférieur, c'est probablement qu'on a une insuffisance placentaire. S'il est bien supérieur, c'est qu'on a un œdème ou une inflammation. Donc tout ça, c'est des signes qui vont nous dire que le poulain est plus à risque. Pour examiner le placenta, déjà on le rince à l'eau froide parce que souvent il est tombé dans la paille et donc il est assez sale. Ensuite, souvent c'est la face allantochoriale blanche qu'on voit en premier. Donc il faut examiner la face allantochoriale, mais surtout bien le retourner pour examiner le chorion. Et on l'examine donc dans sa globalité. Si on a donc un retard à la délivrance, ça nécessite un examen rapide parce que les juments sont très sensibles à l'endotoxémie et au risque de fourbure. Après le poulinage, c'est pas fini pour la jument, on continue à l'observer, température, appétit et les pieds. Je crois qu'il commence à y avoir voilà. Ensuite, rapidement, les bonnes pratiques du poulain. Donc, ce qu'il faut savoir pour l'éleveur, c'est que déjà un poulain qui naît avant 320 jours, c'est un poulain qui risque d'être prématuré, donc à surveiller de près. Un poulain qui naît à terme n'est pas forcément non plus normal. On peut avoir des dysmaturités. Donc un poulain qui va être maigre ou très grand mais émacié, c'est un poulain qui peut être dysmature. Mais bon, déjà si on sait qu'avant 320 jours il est prématuré, c'est déjà bien. Il doit être en sternal en 5 minutes, debout en 30 minutes à 1h30, avoir un réflexe de succion quasiment immédiat et téter dans les 2 heures. Pour le vétérinaire, à la naissance, donc, le poulain a une fréquence
un peu plus de 60, et rapidement, il va monter entre 80 et 120. Et au niveau respiratoire, ça va être l'inverse. Il va être assez élevé au début, entre 60 et 80, et puis rapidement baisser entre 30 et 40. Pour les vétérinaires, il y a un score qui est très facile à faire et qui nous donne une bonne idée du risque du poulain. C'est le score Apgar. Donc, Apgar, en fait, c'est une dame, hein, mais on a utilisé ses initiales pour le score. Donc, A pour apparence, P pour pouls, G pour grimace, A activité, tonus musculaire et R respiration. Donc ça se fait à peu près dans les 3 minutes après la naissance du poulain, et ça va très facilement donner une idée du risque. Donc un poulain normal a un score élevé entre 9 et 10, et un poulain entre 0 et 1, il est vraiment très très mal, mais entre 2 et 4, c'est un poulain qui va être probablement à hospitaliser. Le poulain, donc, lui se lève, le cordon se rompt en général quand le poulain ou la mère se lève. Il ne faut pas forcer, il faut pas tirer sur le cordon, parce que le passage du sang entre la mère et le poulain continue après la naissance, environ 25% du volume sanguin. Donc c'est pas complètement essentiel, puisqu'il y a des fois des cordons qui se rompent dès la naissance, mais c'est quand même un petit plus qu'il ne faut pas négliger. Il faut bien désinfecter le cordon, au moins 4 fois par jour, 3 fois par jour jusqu'à dessiccation complète. Réchauffer le poulain, donc le sécher, le frictionner, ça le stimule en plus. Faire ses sérums à la naissance. Surveiller la tétée. Donc, faut bien surveiller qu'il arrive à prendre la mamelle, qu'il déglutit, parce qu'il y a des poulains en fait qu'on croit qui tètent parce qu'ils sont dans la région de la mamelle et qui font du bruit, mais en fait ils sont en train d'aspirer la cuisse de la jument. Donc vraiment bien observer la tétée avant, pendant et après, notamment pour les signes d'écoulement de lait par le nez. Surveiller donc le passage du méconium et la miction. Le transfert d'immunité, donc c'est sur lequel on va assister pour finir, la jument a une placentation épithélio-coriale, donc il ne laisse pas passer les macromolécules pendant la gestation. Donc le poulain, en fait, à la naissance, il est immunocompétent, ça veut dire que son système immunitaire peut répondre à une attaque extérieure, mais par contre, il est dépourvu d'anticorps. Et ce transfert d'immunité va se faire dans les premières heures après la naissance, d'où vraiment l'importance de la prise colostrale. On sait que les poulains à la naissance ont des entérocytes qui vont être particulièrement perméables aux macromolécules, et donc qui va permettre en fait le passage des anticorps à travers la paroi intestinale. Cette perméabilité, elle est maximale à la naissance et elle baisse très rapidement dans les premières heures, donc à 100% à la naissance, et on est à 20 heures, on n'est plus qu'à 1% d'absorption. Donc la prise colostrale doit vraiment se faire le plus précocement possible. On doit aussi vérifier la qualité du colostrum. Donc ça, c'est assez facile maintenant. Tous les haras ont leur petit colostest pour mesurer le taux d'IgG, parce qu'on sait que l'aspect macroscopique, même si ça donne une indication, ça reste subjectif. Donc vraiment la mesure objective au réfractomètre va donner une mesure objective. Donc un colostrum bon, il est à plus de 60 grammes par litre, un moyen il est entre 30 et 60, et un mauvais il est inférieur à 30. Donc un beau colostrum, on peut se permettre d'en prendre à peu près 300 ml pour faire une banque et de laisser le reste au poulain. Un colostrum moyen, on va tout laisser au poulain, et un mauvais colostrum, on va soit donner un colostrum de bonne qualité si on a une banque, ou alors un substitut. Le déficit, il peut se faire soit si on a une perte prématurée du colostrum, si on a une insuffisance de qualité ou de quantité, si le poulain ne se lève pas ou ne tète pas, ou si on a une malabsorption digestive, notamment chez les poulains prématurés ou dysmatures, où les entérocytes ne vont pas forcément être aussi actifs.
Donc on teste en fait si le transfert d'immunité est optimal, et c'est vivement conseillé chez tous les poulains. Et c'est complètement indispensable chez un poulain malade. On recommande de faire la prise de sang assez précocement, vers 12 heures, ce qui va permettre en fait d'avoir un champ d'opération plus important que si on le fait plus tardivement. Donc il y a différents tests rapides qui nous donnent le taux d'IgG. Le plus connu, c'est le SNAPFall. Il y a aussi des mesures quantitatives où on peut avoir une valeur exacte. Donc un taux supérieur à 800 est normal. Entre 400 et 800, on a un défaut partiel. Donc si on a fait la prise de sang assez rapidement, vers 12 heures, on va pouvoir sonder avec du colostrum de bonne qualité ou un substitut, et éventuellement retester le lendemain le taux d'IgG. Si on est à plus de 24 heures, le sondage ne va servir à rien puisqu'on ne va plus avoir du tout d'absorption. Donc là, on conseille de faire des plasmas hyperhumains. Si les taux est vraiment inférieur à 400, là on a un défaut total. Donc pareil, si on est dans les délais, on peut sonder. Sinon, on donne du plasma chez un poulain à risque. Après, qui a un défaut total, ça c'est à voir en fonction du vétérinaire, à le mettre éventuellement sous antibiotiques. Alors vous savez que maintenant, avec les antibiotiques critiques, on est assez embêté. Donc nous, ce qu'on conseille, c'est de faire des hémocultures sur les poulains à risque avant de les mettre sous antibiotiques, pour pouvoir après adapter les antibiotiques. Tout poulain doit être manipulé si possible avec des gants, limiter les visites. Donc même si c'est joli et tout mignon un poulain, on évite de trop aller le papouiller. Et puis un poulain normal doit faire l'objet d'une visite vétérinaire. Donc un poulain qui est mou, qui ne se lève pas, qui ne tète pas dans les délais, qui est soit hypothermique ou hyperthermique, qui boite, qui a des articulations distendues, qui colique, qui a défaut d'ombilic. Tout ça, c'est des poulains qui sont à risque, donc qui doivent être absolument examinés par votre vétérinaire. Donc en conclusion, le respect des bonnes mesures associées à la vaccination va permettre de limiter les complications à la fois pendant la gestation et la période néonatale. Mais merci Peggy pour cette présentation très complète. On a des questions. Et on en a une là devant. On fait les femmes d'abord et puis après on remontera. Moi j'ai à nouveau une question qui émane des régions, qui est une question concernant la production de lait trop précoce. Donc qu'appelle-t-on lactation beaucoup trop tôt? Et elle précise, j'ai des juments qui font des démarrages de lactation 15 jours avant le poulinage et pas de souci particulier. Par contre, quid de la prise du colostrum du poulain 15 jours après le démarrage de lactation? Existe-t-il toujours au poulinage? Oui, on sait qu'une jument qui va perdre du lait précocement, elle va perdre des anticorps. Donc la qualité du lait au moment de la naissance va être diminuée, et donc le transfert d'immunité va être mauvais. Donc c'est des poulains qui sont plus à risque de développer des maladies dans la période néonatale. Donc il faut tester à la fois au moment de la naissance le lait, pour avoir le taux d'IgG dans le lait, et tester le poulain. C'est vraiment important. Ce n'est pas des tests qui sont très coûteux. Donc un poulain à 12 heures, il est examiné par le vétérinaire, un petit examen clinique pour voir si tout va bien, et faire son test IgG. Ça permet vraiment de limiter les problèmes dans la période néonatale. Donc on a une autre question là tout derrière. Bonjour, j'ai plusieurs questions. On sait qu'on a eu quand même pas mal de problèmes avec les vaccins rhino en France. Oui. Alors, c'était déjà dit avant par des labos que le vaccin rhino pouvait induire
un avortement. Il le précisait même, c'est quand on appelait les délégués, il disait bien qu'une jument qui est gestante de quelques semaines ne devait pas être vaccinée, qu'on devait la vacciner à en gros 6 mois. Est-ce vrai? Après, nous, en tout cas moi dans la clientèle que j'ai, les juments ils sont déjà vaccinés depuis longtemps. En fait, souvent elles sont déjà vaccinées depuis qu'elles sont yearling pour pour les courses, etc. Du coup, ils ont déjà une bonne immunité. Donc c'est vrai que même si on a un petit retard à cause de la rupture vaccinale, oui, c'est sûr qu'on sait que l'immunité est d'assez courte durée, mais une jument qui a été vaccinée tout au long de sa vie, probablement que même si on a 1 ou 2 mois de retard, si on la revaccine après, ça ne va pas être très grave. Après, pour le moment de la vaccination par rapport au début de la gestation, moi, j'en ai pas une expérience. Il y a quelqu'un qui veut intervenir. Merci. Jean-François, tu me diras, mais tout ce qu'on sait de toute façon, c'est que dans les 21 jours qui précèdent ou qui suivent la fécondation, on déconseille toujours de faire soit une vermifugation, soit une vaccination, enfin tout stress de l'organisme. Puis une autre chose, en tout cas pour les pur sang et les trotteurs, normalement elles doivent être vaccinées rhino pour aller à la reproduction. Alors de toute façon, en général, elles sont déjà vaccinées avant. En fait, ce qu'on craint toujours avec n'importe quel médicament, vaccin ou autre, c'est la période d'organogénèse. Là où les organes se mettent en place, c'est une période très très délicate et par précaution maximale, on déconseille tout traitement. Alors les organes, ils commencent à se mettre en place à 17 jours et ils sont quasiment finis au moins dans leur ébauche à 45. Donc il faut éviter au maximum tout traitement parce qu'on ne sait pas trop ce qui se passe. Il y a des études uniquement chez les rongeurs, il y a des retours d'expérience en humaine, mais on ne sait pas trop. Donc vous trouverez pratiquement aucun laboratoire qui vous mettra autorisé à être utilisé pendant le début de la gestation. Il y en a même pour éviter d'avoir à payer au cas où un ennui d'avortement ou autre, mettre médicaments déconseillés pendant toute la gestation. Mais c'est vraiment la période d'organogénèse qui est la plus difficile et la plus délicate. Donc de 15 à 50 jours, vaut mieux s'abstenir de faire quoi que ce soit. On a Sophie là qui voudrait intervenir. Et puis après, on repassera la parole derrière, c'est promis. Je t'ai vu. Merci. Et puis je pense qu'avec la vaccination, on peut toujours avoir des réactions générales d'hyperthermie, donc qui sont effectivement déconseillées pendant toute la période d'organogénèse. Donc c'est pour ça qu'il est indiqué qu'il ne faut pas les utiliser 21 jours avant et dans le mois qui succède la fécondation. Alors on a une autre question donc derrière. Il faut remonter, Marion. On a un micro qui voilà. Je reste persuadé qu'on a un vrai problème dans les suivis des protocoles vaccinaux et on peut débattre pendant longtemps des risques à vacciner ou pas vacciner, chacun va prêcher pour sa paroisse. Par contre, je pense qu'il faut quand même mettre la pression sur les fédérations parce qu'on se décarcasse pour faire des protocoles comme il faut sur les poulains, puis après ça part au débourrage, chez l'entraîneur, puis là, paf, on retourne à juste la vaccination minimale tétanos grippe, et après vous les reprenez les juments au haras, alors soit vous recommencez tout, à quel moment. Donc moi, je pense que le problème, il est pas tellement sur quand est-ce qu'on vaccine, c'est faire des vrais protocoles vaccinaux du début à la fin. Là, j'aime bien la pépule d'emploi. Juste une toute petite précision aussi, c'est vraiment l'acte de vaccination qui pourrait embêter lors de l'organogénèse et non pas le vaccin lui-même. Parce qu'en France, tous les vaccins sont des vaccins tués et donc ils ne sont pas infectieux. Il n'y a pas de multiplication virale dans ces cas-là. Je vais continuer dessus. Sur les vaccins, ça arrive. Alors après, c'est peut-être une expérience personnelle, mais je pense que
je jette la pierre à personne, mais on a changé de vaccin récemment. Et il y a un vaccin qui est arrivé et qui, je pense, de ce que j'ai cru entendre, qui avait quand même plus de réactions locales. Alors, est-ce que dans ces cas-là, si on a un cheval qui ne peut plus baisser la tête, est-ce qu'il est conseillé, comme c'est une réaction inflammatoire, si on a fait un vaccin disons à 40 ou 50 jours, de faire des anti-inflammatoires pour justement limiter les risques d'avortement? Je pense que s'il y a une grosse réaction inflammatoire locale, oui, il faut traiter la jument avec des anti-inflammatoires parce qu'on en a parlé, une inflammation, même si elle est localisée, on peut avoir... localisée non, mais en tout cas ça peut toujours devenir systémique, on peut avoir une décharge de prostaglandine, donc pour moi de traiter avec des anti-inflammatoires, oui c'est nécessaire. Si on a une douleur, si on a une inflammation, on traite avec des anti-inflammatoires, oui je pense. J'ai plusieurs questions. Quand on a parce qu'il a bien été dit tout à l'heure que les vaccinations rhino avaient une durée d'efficacité assez limitée. Alors le protocole qui théoriquement sur les juments gestantes est 5, 7, 9. Une jument qui n'aurait pas été vaccinée avant l'ACI. Et donc on se retrouve à faire un diagnostic gestation à 30 jours par exemple. On préconise à ce moment-là de ne pas faire la vaccination et de refaire la vaccination plus tard. Est-ce que ça vaut la peine de dire au propriétaire, de dire si c'est ça, à ce moment-là, on ne fait que les injections à 5, 7 et 9. Et on ne refait pas de primo-vaccination avant ça. De toute façon, ça fait une primo-vaccination. Ouais. Oui, mais mais du coup, la réponse immunitaire va quand même être tardive. En fait. C'est ça. Ouais. Est-ce que c'est juste suffisant de faire à partir du 5e mois ou est-ce que ça vaut la peine de faire quand même avant ça? Non, je pense qu'il faut le faire avant parce que sinon on n'a pas la réponse immunitaire qui est optimale au moment où on est le plus à risque dans les derniers 2 tiers de gestation. Donc pour moi, faire à 5-7 mois, on n'a pas de vraie réponse immunitaire en fait à ce moment-là. Classiquement, c'est vrai qu'il a toujours été préconisé effectivement de vacciner les juments avant l'arrivée au haras, avant qu'elles soient en contact avec potentiellement le virus. Donc avec un protocole de 2 injections à 1 mois d'intervalle et puis 6 mois après. Il y a les protocoles tardifs avec le pneuméquine 5-7-9, mais effectivement qui confèrent une protection tardive. Avec le bioéquin, le protocole est un peu différent, donc c'est soit également 2 injections à 1 mois d'intervalle et puis rappel à 6 mois en milieu de gestation, soit le protocole qui est un petit peu différent du pneuméquine, qui est à 2, 5 ou 6 et 9 mois de gestation. Et là, effectivement, c'est le bénéfice-risque entre l'intérêt de la vaccination et les risques induits par la vaccination, notamment au niveau des réactions locales et générales. Et alors, je vais juste poser une dernière question. Sur la vermifugation, c'est pareil. Je pense qu'on va répondre rapidement. C'est qu'une jument qui est présentée et qui n'a pas été vaccinée et qui va se retrouver qui n'a pas été vermifugée, qui va aller dans un lot avec des juments en pleine, disons qu'à 30 jours la jument est pleine et elle va aller dans un lot avec des juments qui ont été suivis correctement. Le fait de vermifuger, le propriétaire n'a pas le choix, on va dire qu'il a dans ce cas-là. Si, on a le choix, on peut faire une copro. Oui, d'accord, oui, voilà, mais alors prenons le cas par exemple à ce moment-là, si la copro est positive et qu'on se retrouve avant à 50 jours et qu'il faut vermifuger la jument. Est-ce qu'en prophylaxie, du coup, on met la jument sous anti-inflammatoire, oui ou non? Et si oui, sous AINS ou sous AIS, pour justement éviter l'avortement? Pour moi, le vermifuge, il a une action locale au niveau intestinal. Il y en a très peu qui passent en systémique. Mais c'est pas sur la toxicité, c'est sur l'inflammation. C'est juste avant les 100 jours pour éviter l'avortement, il y a une décharge de prostaglandine. Après, il faudrait qu'elle soit vraiment très très parasitée. Après, la coprologie va nous donner une indication de la charge parasitaire. Voilà, si elle est vraiment très très parasitée, peut-être être un petit peu vigilant à ce moment-là. Mais pour moi, je ne sais pas vous dans votre expérience, mais est-ce que vous avez beaucoup de recul, de gros soucis après une vermifugation? Moi, là, j'ai un éleveur
élevage où ils en avaient 7 et il y en a 3 qui sont morts après un équivalent. Hein. Ils étaient très parasités et le monsieur me disait qu'il les avait fugés 3 mois avant avec l'estrangine. Mais voilà, on en a euthanasié 2 et il y en a un autre qui est mort tout seul. Donc ça, ce que je voulais dire. Il y a Claire qui veut répondre. Là. En matière de parasitisme digestif, ce qui peut causer un relargage massif, c'est si on a des lésions de cyatostomose larvaire. Oui, mais c'était ça dans ce cas-là, clairement. Voilà. Hein, donc, et là, effectivement, et on ne peut pas le détecter par coproscopie. Voilà. Donc après, c'est un petit peu de l'épidémiologie qui permet de suspecter, compte tenu de la conduite d'élevage, compte tenu des modalités de vermifugation au moment de la période à risque, c'est-à-dire en automne. Est-ce qu'il y a bien eu un EQUEST ou un équivalent fait à ce moment-là, et puis surtout densité d'animaux. Donc il faut faire un bilan, un audit d'élevage pour évaluer le risque d'avoir en début de saison de poulinage, donc février, etc., des juments qui sont potentiellement fortement infestés par des larves dans la paroi du gros intestin. Et là, effectivement, si vous vermifugez avec un produit, vous allez avoir le relargage d'antigènes massif. Oui, voilà. Et puis bon, alors les traitements, les praticiens peut-être confirmeront, mais quand on a ce risque, on ne fait pas d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, on fait plutôt des corticoïdes, il me semble. Mais c'est pas génial. Hein. On verra que les corticoïdes en fin de gestation, c'est pas terrible parce que ça fait maturer le poulain plus tôt et donc vous avez des prématurés. Si c'est février, ça dépend. Bon, on va prendre une dernière question là qui vient de Muriel et puis après on va clore le débat. Moi, c'était pour toi, Sophie. Est-ce que tu as des retours de pharmacovigilance sur le bioéquin? Ok. Oui, on est un peu embêté parce qu'on a des retours de pharmacovigilance sur le bioéquin, donc réaction locale et générale, et on est en train d'étudier ça de plus près. D'où notre courrier il y a 15 jours, 3 semaines, vous préconisant de séparer les injections vaccinales de Protect Flutée d'une part et de bioéquin d'autre part. Et là, voilà, on est en train de prendre des décisions et de regarder d'un peu plus près ce qui se passe pour revenir vers vous. Moi, je vous propose qu'on continue cette discussion pendant le déjeuner, parce que tout le monde va rester là, donc vous allez pouvoir discuter les uns avec les autres.